Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé les travaux du Conseil des ministres. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Union européenne impose une nouvelle salve de sanctions contre la Russie. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, la 4e séance du Conseil des ministres s'est tenue ce matin sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. L'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 4e séance du Conseil des ministres en ce mardi 15 mars 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne un projet de loi portant ratification par la République de Djibouti de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone. La couche d'ozone joue le rôle de bouclier protecteur contre les rayonnements ultraviolets du Soleil. Sa protection revêt une importance capitale pour la sauvegarde des écosystèmes. Notre pays a ratifié la Convention de Vienne et le protocole de Montréal en juillet 1999. Au niveau national, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a mené des activités d'information et de sensibilisation des acteurs impliqués et du public, mis en place la réglementation sur les importations et la distribution des substances appauvrissant la couche d'ozone, favorisé la promotion des produits alternatifs et l'adoption d'une technologie moderne. Notre pays a adopté également un décret régulant les importations et la distribution de ces substances sur notre territoire. Toutes ces actions ont permis une réduction significative de la consommation des substances appauvrissant l'ozone. Le protocole de Montréal a fait l'objet de 4 amendements. Notre pays en a ratifié 3. L'objet de ce projet de loi est de procéder à la ratification de l'amendement de Kigali adopté le 15 octobre 2016. L'amendement de Kigali introduit des mesures de contrôle pour la production et la consommation des hydrofluorocarbones. L'amendement de Kigali permet aussi d'engager un calendrier pour la suppression progressive des hydrofluorocarbones. La deuxième question est relative à un projet de décret portant un code d'éthique de l'ordre des experts comptables de Djibouti. Le présent décret définit les règles éthiques auxquelles sont soumis les membres de l'ordre des experts comptables de Djibouti dans l'accomplissement de leurs activités professionnelles. Le présent décret est présenté sous la forme d'un code. Ce code d'éthique prévoit les dispositions générales relatives au champ d'application, aux obligations générales des professionnels comptables et aux définitions. Il a pour objectif de fixer les principes de base de l'éthique du professionnel comptable, membre de l'ordre des experts comptables. Ce projet de code d'éthique prévoit également des obligations spécifiques à certains professionnels. Ce projet prévoit les règles relatives à la publicité et à la formule du serment des professionnels comptables. Le dernier titre du Code procède aux abrogations d'usage et régit la publication et l'entrée en vigueur de ce texte. La troisième question concerne un projet de décret portant règlement intérieur de l'ordre des experts comptables de Djibouti. Ce décret prévoit les règles relatives à l'Assemblée générale et notamment sa composition, ses attributions, la régularité de ses réunions, son mode de convocation et de délibération et plus généralement ses règles de fonctionnement. Ce décret prévoit les règles relatives au Conseil de l'ordre et notamment la rémunération des membres, la répartition interne des tâches, le mode de convocation et de délibération, les règles déontologiques des membres et les faits donc attachés aux décisions et au mode de recours contre celles-ci. Ce décret contient les règles de fonctionnement général de l'ordre des experts comptables. Il précise également les modalités d'élection au Conseil de l'ordre des experts et plus particulièrement la périodicité des élections et le mode de scrutin. Ce décret prévoit aussi la tenue de la première élection du Conseil de l'ordre dans les 3 mois après la publication de ce décret au journal officiel. La 4e question concerne un projet de décret portant nomination.
M. Abdourahmane Abdiaden est nommé directeur de la dette publique au ministère du Budget en remplacement de Mme Amina Ibrahim Elmi. Mme Amina Ibrahim Elmi, à son tour, donc, est nommée conseillère principale du ministre du Budget. M. Daoud Ali Abdo est confirmé à son poste de directeur général de l'autorité de l'aviation civile. C'était le porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Al-Oussif, lors de cette 4e séance du Conseil des ministres en cette année 2022, qui s'est tenue sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, M. Ismaël Omar Guelleh. Et dans notre mag de ce soir, après la réunion de haut niveau présidée par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, contre le flambé des prix des denrées alimentaires de première nécessité et les mesures annoncées par le ministre du Commerce, M. Mohamed Warsan Madiri, une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est rendue sur le terrain pour un éclairage sur les marchés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a établi un plan d'action contre le processus de flambée des prix dû à la crise internationale actuelle, et ce pour mettre notre population à l'abri du phénomène d'envolée des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Une enquête à cet effet a été effectuée par l'équipe de la RTD sur le terrain, démontre que ce plan d'action garantit les lignes fixées par le chef de l'État, par la maîtrise du prix grâce à cette initiative. En ce qui concerne, par exemple, l'huile alimentaire consommée en grande quantité durant le mois béni du Ramadan, grâce à la vision du président implanter des usines de transformation à Djibouti, la Golden Africa, inaugurée en décembre 2018 à Djibouti, reste à l'abri des aléas des flambées des prix en ce qui concerne l'huile alimentaire. En effet, la Golden Africa produit une quantité largement supérieure à la consommation locale et dispose d'un stock stratégique conforme aux normes requises. Si bien que cette crise engendrée par la guerre Ukraine-Russie n'aura aucun effet sur le prix de l'huile de cuisine, comme l'a confirmé le directeur commercial de la Golden Africa. Mais concernant la situation ici à Djibouti, moi j'assure la population que il n'y en a pas un manque de quantité. On a suffisamment de l'huile de cuisson pour le marché local et la chose elle est sous le contrôle total. Cette usine, elle ne couvre pas seulement le marché local, mais elle couvre même aussi le marché régional. Donc j'assure que et on a même augmenté la quantité pour couvrir les besoins qui sont accentués avec l'approche du mois béni, le mois de Ramadan. Donc pendant la période du mois de mars et celle du mois d'avril, le mois de Ramadan, j'assure infiniment qu'il n'y aura aucun souci concernant la présence de l'huile de cuisson à Djibouti. Mais nous, on assurons que pour le marché local, les prix ils sont toujours raisonnables et ils sont toujours... Premièrement, il n'y a pas de pénurie de quantité, donc l'huile sera toujours disponible. Et deuxièmement, les prix ils sont toujours dans la possibilité de la population pour prendre ce produit-là. Autre denrée de première nécessité et très demandée durant le mois béni du Ramadan, la farine. Le gouvernement a pris les devants dans le cadre de ce plan d'action initié par le président de la République par une importante commande faite sur le marché international, 100 conteneurs de farine pour pallier à toute hausse de prix sur le marché local. L'annonce a été faite par le ministre du Commerce lors d'une interview accordée à la RTD. Nous disposons d'un stock suffisant de farine en République de Djibouti. Le ministre a également indiqué que 100 conteneurs de farine vont bientôt arriver à Djibouti. Donc, le ministre du Commerce demande à la population qu'il est inutile de paniquer en ce qui concerne une éventuelle pénurie.
Le prix de la farine restera inchangé, a conclu le ministre du Commerce. Cette tendance a été confirmée par les plus grands importateurs. Le ministère du Commerce travaille avec nous très bien. Et à chaque fois qu'on sent quelque chose, qu'il y a un changement dans les marchés, on appelle directement au ministère du Commerce, ils viennent nous rejoindre directement et ils trouvent une solution à tous les prix. Parfois, il y a des commerçants de la place qui élèvent des prix et à chaque fois qu'on les contacte, ils répondent ça directement et ils ramènent le prix à la normale. Après toutes ces mesures, les Djiboutiens restent à l'abri de toute flambée des prix de denrées de première nécessité. Toutefois, l'État, à travers le ministère du Commerce, a mis en place un mécanisme de contrôle de prix afin que toutes les mesures prises par le gouvernement soient respectées et faire face à toute forme de spéculation. Il faut savoir que le prix de l'huile et de la farine, principalement concernés par la crise internationale, ont été maîtrisés grâce à l'initiative du président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, et celle-ci a un coût dans le budget de l'État. Mais le chef de l'État a opté pour la protection de la population contre les conséquences de la crise internationale. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'hôtel Acacia qui a abrité ce matin un atelier de formation sur les violences basées sur le genre au profit d'une trentaine de sages-femmes issues des polycliniques, des maternités aussi des 5 CMH des régions de l'intérieur. Organisé avec le soutien de l'OIM, cet atelier de formation a été lancé par la directrice de la DCME, la Direction de la Santé Mère et Enfants, qui a rappelé l'importance de la mise en place d'un mécanisme de coordination efficace pour aider et soutenir les femmes victimes de violences basées sur le genre. Dispensés par la gynécologue Dr Sitane Ali et la pédiatre Timur Aden, ces pôles de sages-femmes en formation vont donc approfondir leurs connaissances sur les protocoles de prise en charge des personnes violentées, englobant l'appui psychosocial afin d'assurer un suivi médical adéquat des victimes. En outre, la disponibilité et l'utilisation des kits de proxéline et post-exposition permettra aussi de prévenir toute complication ou risque de contamination tels que le MST, VIH ou encore les grossesses non désirées. Étalée sur 3 jours, cette formation a donc pour objectif de poser un maillage efficace et rapide d'offres de soins en rapport aux violences basées sur le genre, avec la mise en place d'une cellule de coordination et de prise en charge qui sera placée au niveau de l'hôpital Cheikhou de Balbala. Tout à fait autre chose, la prévention de la lutte contre l'extrémisme violent sont plus efficaces, durables et significatifs en intégrant la participation et les perspectives de ces femmes. C'est dans ce sens qu'un atelier régional de haut niveau sur le renforcement des capacités des femmes en matière de communication stratégique a été lancé ce matin à l'hôtel Kempinski Palace, organisé par l'IGAD pour la prévention de la lutte contre l'extrémisme violent dans la Corne de l'Afrique. Cet atelier régional a vu la participation du secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr Workene Gebeyu, de la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Hassan Mohamed Belil, de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Jonathan Pratt, de l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'IGAD, M. Aïdan Ouara, des ambassadeurs de la région de l'IGAD, ainsi que des ambassadeurs des pays amis, pays et de nombreuses autres femmes représentant leurs pays respectifs. C'est un fait que l'extrémisme violent revêt des dimensions de ce genre. Celle-ci a entraîné des conséquences diverses pour les femmes et les filles. Les hommes et les garçons, les femmes sont souvent considérés uniquement comme des victimes de l'extrémisme violent. Mais en réalité, les femmes jouent dans des rôles multiples. Elles sont en première ligne de la prévention, de la réponse. Elles dirigent des organisations de la société civile et renforcent la résilience des communautés. De ce fait, cet atelier de 3 jours permettra de promouvoir, comme je disais, les femmes en tant qu'agents de la paix et de les soutenir dans l'élaboration d'une communication stratégique visant à contribuer à la consolidation de la paix et à la prévention de la violence. C'est un honneur pour moi d'être là pour l'ouverture de cet atelier dédié aux femmes de la région de l'IGAD. L'Union nationale des femmes djiboutiennes étant une institution présidée par notre première dame, présidente de cette institution. Et elle joue un rôle prépondérant sur la question de la femme à Djibouti, voire aussi au niveau international pour l'émancipation de la femme, et qui lutte contre toute forme de violence faite au genre, aux femmes. D'ailleurs, une cellule d'écoute et d'orientation est créée au sein de notre institution. Cette cellule accueille toute femme violentée
dans la capitale et dans les 5 régions. La femme djiboutienne a avancé. Elle est actrice à tous les niveaux de la sphère décisionnelle. Grâce à la politique inclusive de notre président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. 25% de la femme, 2% au gouvernement, 25% au Parlement, 30% au conseil municipal et régional. La femme djiboutienne a avancé et cet atelier permettra aux femmes de la région de partager nos expériences de nos régions et de trouver des solutions d'expérience pour qu'on puisse lutter contre toute forme de violence faite aux femmes. Dans un discours prononcé à cette occasion, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr Wolken Egebeyo, a souligné l'importance de renforcer la capacité des communications humaines et stratégiques. L'objectif, a-t-il dit, est de donner aux femmes de la région de l'IGAD les moyens de prévenir et de contrer l'extrémisme violent en développant des récits alternatifs et contraires. L'IGAD est conscient du fait que la moitié de notre population peut être plus de régions qui sont des femmes, sont des parties prenantes égales dans la stabilité et un rôle critique à jouer dans l'établissement et le maintien d'une société pacifique. La société de gestion du terminal à conteneurs a récemment accueilli l'un des plus grands navires de pointe au monde, le MV CGMA Jacques Said, qui porte le nom du fondateur de la compagnie maritime française. Pour cette première, la société de gestion du terminal à conteneurs a de nombreux officiels a été présent pour accueillir le navire dont le président de l'autorité des ports, Zone Franche, M. Aboubakar Omar Hadi, le directeur général de la société de gestion du terminal de Djibouti, Abdoulaye Adaro Sikat, ainsi que toute la direction du terminal, mais aussi le commandant du port. Ce projet de développement positionnera le terminal pour être un hub régional, ainsi recevoir plus de volumes internationaux. Le CGM Jacques Said est l'un des plus grands navires de dernière génération au monde. Il est long de 400 mètres, avec un tirant d'eau de 15 mètres, fonctionnement du gaz naturel liquéfié. Il a accosté au terminal de SGT de Doralé hier en fin d'après-midi. Jacques Saadé, c'est le fondateur de CMA-CGM. Ce navire, c'est le plus grand navire porte-conteneurs du monde. Il a une capacité de 23 700 EVP, ou équivalent 20 pieds. C'est parmi les plus grands. Il y a 8 navires de cette taille. Aujourd'hui, nous souhaitons, avec l'ensemble de l'équipe des GTD, dans laquelle vous avez quelques représentants ici et représentantes, le partager avec nos clients et avec les Djiboutiens l'honneur fait à notre port que ces navires, ces plus grands navires et qui est neuf, séjournent, passent à notre port. Ce n'est pas le premier. Il y a 3 jours, il y a eu le navire sœur Montmartre qui était là. Celui-là, c'est Jacques Saadé. Ces navires viennent en termes d'assistance et nous assistons notre client. CMA-CGM est parmi un des grands clients du terminal. Donc nous avons offert ces services parce que c'est notre client, c'est un de nos clients. Mais également, nous voulons montrer et démontrer à notre client que nous aurons bientôt la capacité d'opérer ces navires. Aujourd'hui, ces navires, nous n'allons pas l'opérer parce que comme vous pouvez le constater au niveau des portiques, nos portiques actuels ne peuvent pas opérer ces types de navires. C'est la raison pour laquelle nous avons investi, grâce à la vision des leaders politiques et du pays, également de l'autorité portuaire. Nous avons investi 4 nouveaux portiques qui vont bientôt arriver. Et grâce à ces nouveaux portiques, nous serons en mesure d'opérer, de travailler des navires de cette taille. Donc c'est la bonne nouvelle. Dans quelques mois, en début d'année prochaine, nous serons capables d'opérer les plus grands navires du monde de cette taille. Le centre d'instruction navale de la garde-côte au Condoralais a abrité hier une cérémonie de clôturant la formation initiale de type FETA, formation élémentaire toute arme, qui est dispensée à des jeunes recrues de la garde-côte djiboutienne. À cet effet, le colonel Waïs Omar Bokoré, commandant de la garde-côte, est revenu dans contre-allocution prononcée en cette occasion sur l'importance de cette formation qui a pour objectif d'inculquer aux stagiaires les connaissances et les aptitudes basiques de la vie militaire. Il a aussi souligné que ces stagiaires poursuivront un nouveau cycle de formation spécifique
dans le domaine des métiers de la mer afin qu'ils puissent intégrer dans les meilleures conditions les différents services de la garde-côte djiboutienne. Pour clôturer, le commandant de la garde-côte a félicité l'ensemble des cadres et des instructeurs qui ont piloté avec succès cette formation et ont transmis leurs connaissances et leur expérience aux jeunes recrues. Il encourage les stagiaires à traduire en actes concrets les connaissances qu'ils ont acquis et œuvrer avec honneur, fierté et patriotisme au service de la nation. Le commandant de la garde-côte, le colonel Omar Bourré, est revenu sur l'importance de cette formation aux stagiaires qu'il a rappelé qu'ils vont suivre un autre nouveau cycle de formation spécifique dans le domaine des métiers. Nous nous retrouvons aujourd'hui au sein du centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne à Doralé. Pour la cérémonie célébrant la fin de la formation de base, dite FITA, dont ont bénéficié des jeunes recrues de la garde-côte djiboutienne qui vous voyez derrière moi. Cette formation a permis à ces jeunes d'acquérir les connaissances de base dans différentes disciplines et les acclimater aux exigences d'une carrière au service de notre chère nation et au service de notre cher pays. La clôture de cette formation constitue le point de départ pour notre institution dans cette démarche d'accompagner l'intégration professionnelle pour ces nouvelles jeunes djiboutiennes dans les différents services et unités de l'institution de la garde-côte djiboutienne. Ils bénéficieront aussi des formations continues et spécialisées avant de les s'orienter et de leur fournir les connaissances adaptées à leurs nouvelles tâches dans le métier de la mer. Je saisis cette occasion pour adresser mes plus chaleureuses félicitations aux officiers, sous-officiers et agents tout issus de la garde-côte djiboutienne qui, en leur qualité de cadres et instructeurs, ont pris part à cette formation. Leur engagement sans faille, leur professionnalisme et leur abnégation sont une source de fierté pour la garde-côte djiboutienne. Finalement, je félicite le jeune stagiaire qui vient de compléter avec éclat leur formation et les adjoint fortement à s'engager dans leur mission au service de la nation et de nos compatriotes avec honneur, patriotisme, fierté et professionnalisme. Autre formation, cette fois-ci, c'est l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire qui a abrité hier une cérémonie de lancement d'une formation d'une durée de 3 jours au profit des auditeurs de justice de l'école nationale des études judiciaires. L'école internationale de la perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, conformément aux instructions du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, contribue à la formation dispensée aux futurs magistrats du ministère de la Justice. La cérémonie de lancement de cette journée au profit de cette promotion constituée de 12 auditeurs de justice a été présidée par le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Qayad, directeur de l'EU3PJ, en la présence du directeur de l'ENA, M. Makteri Ibrahim Ahmed, et ses deux autorités successivement prononcé leur allocution. Je suis aussi d'autant plus heureux de souhaiter la bienvenue
à la première promotion, qui est d'ailleurs la pionnière de l'École nationale des études judiciaires. Votre formation, qui va durer ici à l'EI3PJ pendant 3 jours, a pour but de revisiter la pratique de la police judiciaire en expliquant tous les actes des procédures que mèneront les officiers de police judiciaire, ainsi que les techniques d'investigation et d'audition. Le programme qui a été conçu combine la théorie, mais aussi la pratique, en simulant un exercice de démonstration de la gestion d'une scène d'infraction, où tous les indices sont collectés par les techniciens en identification criminelle, ou ensuite seront exploités dans les différents laboratoires que vous allez visiter ce matin. Comme je vous le disais, cette formation a pour objectif de consolider les connaissances des élèves magistrats dans le domaine de la police judiciaire et à la procédure pénale de la criminalité. Ces stagiaires seront formés sur les techniques de l'audition et la méthodologie et les techniques d'enquête, ainsi que sur l'importance de la criminalité. C'est très importante pour l'école nationale, d'autant plus que nous avons démarré la formation des auditeurs de justice. C'était le 17 octobre, une formation théorique. Aujourd'hui, nous démarrons la phase des stages, donc les stages enquête au sein de cette institution. Et c'est très important que les auditeurs de justice, les futurs magistrats, puissent non seulement immerger, non seulement être en immersion au niveau des pratiques de l'enquête, mais également nouer des contacts avec les différentes polices judiciaires présentes à ces niveaux. C'est quelque chose de très important pour l'école de ne pas se focaliser sur la formation théorique, mais également en alternance de faire des formations théoriques et de faire des formations pratiques. La formation pratique va durer à peu près 1 mois dans tout ce qui est police judiciaire. Nous aurons ensuite tout ce qui va concerner les cabinets d'avocats, ainsi que tout ce qui va concerner les travaux des pénitenciers. Donc, nous avons, dans l'offre de formation que nous avons soumise en partenariat avec les différents acteurs, les différents magistrats, nous avons voulu effectivement que les auditeurs de justice, les futurs magistrats, soient en immersion dans leur environnement. Et dans la page nécrologie pour clore l'actualité nationale, c'est avec consternation que nous avons appris le décès de Mme Amran Doualek Khere, il y a quelques jours à Nairobi, où elle est depuis longtemps. Née le 3 février 1972 à Djibouti, elle laisse derrière elle 4 enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, c'est par cette 4e salve de sanctions que l'Union européenne riposte, alors que les troupes russes et l'Ukraine sont également visées l'interdiction stricte de nouveaux investissements européens dans le secteur énergétique russe, le crypto-monnaie, mais à l'efficacité des sanctions. Vladimir Poutine n'a montré aucune crainte jusqu'à présent. Et enfin, l'Espagne pourrait devenir la nouvelle plaque tournante du gaz en Europe. Le pays dispose de 45% du stockage de gaz naturel liquéfié en Europe et d'un tiers des travaux de régasification européenne, un processus qui reconvertit le gaz liquide en gaz naturel. L'Espagne déjà possède l'une des infrastructures gazières les plus étendues d'Europe, avec une énorme capacité de stockage pour les gaz arrivant par bateau, ainsi que 2 gazoducs qui relient les gisements de gaz d'Afrique du Nord. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de programmes télévisés.